retrouver notre invité aujourd'hui, Laurent Saint-Martin. Bonjour. Bonjour. Ministre du Budget et des Comptes Publics. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, d'abord, regardez ce chiffre. Vous connaissez parfaitement l'ampleur vertigineuse de la dette qui s'établit aujourd'hui à un peu plus de 3 228 milliards d'euros. Mais ce sont aussi, Laurent Saint-Martin, des intérêts de la dette, des intérêts qui courent, 1 600 euros par seconde. Regardez, nous allons démarrer un compteur et on verra, à la fin de cette émission, au bout de 50 minutes environ, de combien, justement, ces intérêts ont grimpé et peut-être l'analyse que vous en faites, vous, ministre du Budget. 1 heure d'émission durant laquelle... Bonjour David. Bonjour. Et bonjour Pascal Perriot, éditorialiste économique LCI, nous accompagnera. David. Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour à vous. Et bienvenue à vous. Ce matin, Patrick Martin, le patron des patrons, lance la charge. Il lance la charge contre les charges. Il s'inquiète du budget que vous vous apprêtez à faire passer d'ici quelques semaines, sans doute par la voie du 49.3. Il s'en inquiète parce qu'il considère qu'il va détruire de l'emploi. Détruire de l'emploi parce que vous souhaitez augmenter la pression fiscale sur les entreprises. Que lui répondez-vous ? D'abord, vous savez, moi j'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle aux côtés des entreprises, notamment des PME, des entreprises de taille intermédiaire, pour les faire grandir et pour les aider justement à créer de l'emploi. Donc je ne vais pas dire aujourd'hui l'inverse de ce que j'ai fait pendant plus de 15 ans. En revanche, vous l'avez dit en introduction, notre pays fait face à une situation pour ses finances publiques, qui est urgente, qui est celle de réduire son déficit. La France a permis, grâce notamment à sa capacité de résilience et de son économie, à traverser des crises comme aucun autre pays ne l'a fait. La crise Covid, mais aussi la crise de l'inflation, en protégeant. Et ça, nous l'avons fait en dépensant l'argent du contribuable, c'est-à-dire de la dépense publique. Donc Patrick Martin le sait. Et Patrick Martin, d'ailleurs, je le rappelle, il y a quelques semaines, disait lui-même, les entreprises doivent participer et doivent contribuer avec une condition que je partage, c'est que ce soit effectivement exceptionnel, temporaire, notamment en ce qui concerne les impôts sur les sociétés. Il disait ça il y a quelques semaines, mais sans doute s'est-il rendu compte que nous avons plus de facilité à percevoir votre capacité à augmenter les impôts qu'à trouver de la baisse de dépenses publiques. Voilà la difficulté à laquelle vous êtes confronté. Mais je vous invite à bien regarder les chiffres de notre budget. 60 milliards d'euros d'efforts, il y en a 40 milliards qui sont sur la baisse de la dépense publique. La Commission de Bruxelles n'en voit que 12. On peut les regarder ligne à ligne. 20 milliards sont faits sur l'État, 15 milliards d'euros sont faits sur le freinage du déficit de la sécurité sociale, et nous demandons aujourd'hui 5 milliards, peut-être que cela sera revu et vous poserez sûrement la question, sur les collectivités territoriales. Dans tous les postes que vous venez de signaler, ce sera moins. Chacun le voit bien. Je vous demande juste de bien regarder le texte tel qu'il est. Les prélèvements obligatoires exceptionnels que nous demandons dans ce budget. D'abord, ils sont nécessaires. Faute de quoi, nous ne parviendrions pas à résorber notre déficit. Or, je l'ai dit, c'est une urgence pour tous. Pour être en capacité à protéger notre pays demain de nouveau, il nous faut réduire notre déficit public. C'est la condition sine qua non. Et à nouveau, les chefs d'entreprise le savent. Vous savez, Pierre Mendès France disait qu'un pays qui ne sait pas rétablir ses comptes publics est un pays qui s'abandonne. Nos entreprises n'ont pas envie d'un pays qui ne sait pas résorber son déficit public. Elles doivent y participer de la façon, effectivement, la plus adéquate possible. Et là où moi j'entends Patrick Martin, c'est que sur l'emploi, il faut faire très attention. Notre pays, ces dernières années, a réussi le pari de faire baisser le chômage. Et ça, c'est une des grandes victoires de la politique économique du président de la République, Emmanuel Macron, et des gouvernements successifs. Mais les perspectives, les chiffres... Nous sommes dans un moment où nous avons un double défi. Préserver l'emploi et l'activité dans notre pays et résorber notre déficit. Oui, c'est un moment complexe et difficile. C'est pour ça que j'ai dit, et nous sommes plusieurs à l'avoir dit au sein du gouvernement, c'est le cas de Marc Ferracci, c'est le cas d'Antoine Armand, c'est le cas d'Astrid Panosyan-Bouvet, nous sommes plusieurs à vouloir, avec un certain nombre de parlementaires, notamment du groupe Ensemble pour la République, faire évoluer notre proposition de réduction des charges patronales. Et donc nous sommes, je termine juste là-dessus, en discussion, notamment avec les députés du groupe Ensemble pour la République, et le débat au Sénat, puisqu'il s'agit du projet de loi de financement de la sécurité sociale, commence demain. Le Sénat permettra aussi d'avoir ce débat-là, et moi je souhaite qu'on puisse évoluer vers une réduction de la réduction des charges, pour reprendre votre expression. Pascal. Ou des cotisations, en effet. Alors, il y a une proposition sur la table qui est d'augmenter la TVA d'un point, par exemple, TVA sociale, en rappelant que la TVA, c'est le seul impôt que les importations payent. C'est un impôt qui est payé par les Chinois, les Coréens, etc., et quelques autres qui importent des productions en France avec une baisse corrélative du coût du travail. Y êtes-vous favorable? C'est une des propositions d'ailleurs qui est portée par le MEDEF aujourd'hui, qui dit surtout ne touchez pas au coût du travail parce que c'est la clé du succès. Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs. Quelle a été la promesse lors de ce budget? La promesse de ce budget, c'est que les prélèvements obligatoires en hausse doivent être ciblés
temporaire, exceptionnel pour une très grande majorité d'entre eux. On le fait sur l'impôt sur les sociétés pour les très grandes entreprises. On le fait sur les ménages les plus fortunés avec une contribution exceptionnelle qui est une sorte de filet fiscal pour qu'ils puissent payer un impôt minimum. Mais on parle là de quelques dizaines de milliers de contribuables. Je vais vous répondre. Parce qu'on a une question sur... Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous augmentez la TVA, qui est-ce que vous frappez ? Tout le monde. Tous les consommateurs, par définition. Pas nécessairement. Sauf à en exclure les produits de première nécessité. Si je peux me permettre, tous les travaux économiques montrent que 1% de TVA, par le frottement concurrentiel, c'est absorbé par les offreurs. C'est-à-dire qu'au fond, la demande, le marché ne paye pas ce pourcentage. En excluant les produits de première nécessité. Et on laisse de côté... Vous savez, la TVA, c'est un sujet que nous avons chaque année à l'Assemblée. Je ne dis pas que c'est un mauvais débat, mais à chaque fois, nous avons ce débat-là. Et vous avez remarqué que quand vous augmentez les taux de TVA, la transmission sur les prix aux consommateurs se fait assez bien. À l'inverse, quand vous baissez les taux de TVA, la transmission prix vers les consommateurs se fait assez mal. C'est quelque chose qu'on peut... Si je peux me permettre d'insister. 1%, c'est peu. Mais Pascal Perry, j'essaie d'être cohérent avec la politique que nous avons donnée aux Français lors de la nomination de ce gouvernement et de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Nous ne ferons pas payer à tous les Français cette hausse de la charge de la dette, vous avez dit, et cette nécessaire réduction de notre déficit public. Les quelques prélèvements obligatoires que nous avons dans ce budget, parce qu'ils sont nécessaires, doivent être au maximum ciblés, temporaires. Et la TVA ne l'est pas, que vous le vouliez ou non. Si vous augmentez les taux de TVA, vous augmentez les prix pour tous. Et certains disent, c'est un débat qu'il faut avoir, parce qu'il n'est pas simple, certains disent que c'est l'impôt le plus injuste. C'est pas forcément vrai, parce qu'évidemment, plus vous pouvez consommer, plus vous consommez proportionnellement davantage et que vous contribuez aussi davantage en TVA. Mais je ne crois pas que ce soit un débat que nous puissions trancher là, au milieu du débat budgétaire de 2025, alors que c'est un vrai débat de société. La TVA sociale est un débat que nous avions eu il y a maintenant plusieurs décennies, à plusieurs reprises, et c'est un débat intéressant. Mais admettez malgré tout que c'est une préférence qu'on donne aux consommateurs. La TVA est payée par les consommateurs, une préférence qu'on donne aux consommateurs sur le travailleur, alors que le mantra du gouvernement, et je pense d'ailleurs que c'est une bonne idée, c'est plutôt de soutenir l'emploi, donc maintenir le coût du travail à un niveau qui soit acceptable. Mais puisque vous évoquiez les impôts, contributions exceptionnelles, les Échos publient cette semaine, le journal Les Échos publie cette semaine la liste des entreprises qui seront les plus touchées par la contribution exceptionnelle de 2 ans. Alors, j'espère qu'elle le restera au passage. Et le journal montre qu'en réalité, ça pénalise les entreprises qui ont localisé leurs revenus en France. C'est un peu une façon de pénaliser les bons élèves. Est-ce que ça ne risque pas d'être contre-productif? Ce sont les entreprises qui produisent le plus en France qui ont été le plus protégées pendant les crises également. Encore une fois, incontestablement. Je nous demande collectivement de regarder pourquoi nous devons aujourd'hui demander à tout le monde de faire des efforts et prioritairement, nous le pensons plus juste ainsi, aux grandes entreprises et aux ménages les plus fortunés. La crise Covid, ce sont des centaines de milliards d'euros qui ont été dépensés par la collectivité pour pouvoir protéger ces mêmes entreprises, mais aussi nous, citoyens. Vous avez tous été bénéficiaires de l'activité partielle. Alors peut-être pas vous, journalistes, puisque vous travaillez à cette époque-là, mais l'immense majorité de nos concitoyens qui sont salariés ont bénéficié de l'activité partielle. Il y a eu des fonds de solidarité, des prêts garantis par l'État. Tout ça avait un coût. Ça n'avait pas de prix pour la solidité de notre pays, mais ça avait un coût. Aujourd'hui, on est à un moment... Non mais l'argument s'entend. Mais je pense à EDF, monsieur le ministre, je précise ma question. EDF, on demande à EDF de mettre 100 milliards d'euros sur la table pour développer les renouvelables et accroître son potentiel nucléaire. Est-ce que c'est la boîte qu'il faut absolument frapper en ce moment? Je ne crois pas. On ne frappe personne. Je ne reprends pas votre terminologie. On ne frappe personne. Il n'y a aucun... Non. Il y a une participation d'un certain nombre d'entreprises qui est demandée, et je reprends encore les termes de Patrick Martin il y a seulement quelques semaines, qui disait qu'il était légitime et juste, après des années de protection de notre pays. En fait, il faut choisir notre modèle. Oui, mais c'est pas vous qui direz l'inverse. Patrick Martin, il chiffre cela, il dit que ça va faire 8 milliards d'euros de hausse du coût du travail, et il fait un parallèle, il dit que ça correspond au salaire brut moyen annuel de 300 000 salariés. Alors, 300 000 milliards d'euros, c'est l'impôt sur la société, c'est pas sur le coût du travail. Non, mais vous contestez ce chiffrage-là? Non, je ne le conteste pas, c'est bien 8 milliards d'euros sur l'impôt sur les sociétés supplémentaires qui est demandé à des très grandes entreprises françaises qui, encore une fois, ont pu aussi voir leur activité protégée pendant la crise grâce au soutien de l'État. C'est pas
c'est pas un ciblage au sens on va vous ponctionner, on vous veut du mal, on veut que vous partiez de France. C'est tout l'inverse. C'est après des années où on s'est serré les coudes ensemble et où l'argent public a servi à protéger notre activité, notre emploi. Eh bien, on considère que pour résorber le déficit, pour pouvoir être en capacité demain de rester un pays fort, capable de protéger ces grandes entreprises participent. Laurent Saint-Martin, je m'autorise peut-être une réflexion. Entre début septembre et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que Patrick Martin, les grandes entreprises, le MEDEF, les entrepreneurs de notre pays ont constaté que sur la partie dépenses publiques, il y avait de la fébrilité, de la faiblesse. Michel Barnier, vendredi, a dit au département, non, ne vous inquiétez pas, on va faire le minimum, on va vous en demander le minimum. Laurent Wauquiez est allé annoncer, peut-être à votre place d'ailleurs, que finalement, sur l'indexation des retraites, on allait reculer. Donc, en gros, vous dites aux plus fortunés, aux entreprises, il va falloir faire des efforts, se retrousser les manches et payer davantage. Mais dans le même temps, on a le sentiment que l'effort de l'État, des collectivités, il n'est pas au rendez-vous. Dans la baisse des dépenses. Alors, David Doucan, non seulement je vous autorise cette réflexion, mais je vous invite même à aller un petit peu plus loin et à regarder. Je me retenais. Et à regarder quel budget a fait preuve d'une baisse de la dépense publique plus importante que celle que nous proposons pour 2025. Nous n'en sommes nulle part, Laurent Saint-Martin, puisque à mesure que l'examen avance, alors l'examen à l'Assemblée, pas très important, puisqu'à la fin vous irez au 49.3, mais on entend le Premier ministre 40 milliards ou d'euros des de leaders baisse, de la majorité. 40 milliards mais où sont-ils les 40 milliards? Mais encore une fois, on peut les regarder ligne à ligne. L'État fait une baisse à hauteur de 20 milliards d'euros, je l'ai dit. L'ensemble des ministères sont concernés. L'ensemble des ministères sont concernés. Nous pouvons regarder, tout est public, ça s'appelle le projet de loi. Vous avez tout. Vous savez ce qu'on va faire? Oui. Je vous propose de vous engager ce matin. Est-ce qu'à la fin, quand vous enclencherez le 49.3, plutôt le Premier ministre, il y aura bien 40 milliards de baisse des dépenses? Oui, c'est l'objectif qu'on s'est donné. C'est l'objectif ou c'est un engagement? Et je veux même, ne me demandez pas de parler à la place des parlementaires qui sont ceux qui délibèrent. L'objectif du gouvernement, c'est bien de faire un minimum 40 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques. J'ai toujours dit depuis le début que si on voulait faire moins de prélèvements obligatoires, mais plus d'économies dans le budget de l'État, de la Sécu ou des collectivités, j'y étais tout à fait ouvert. J'attends les propositions aussi des parlementaires pour aller plus loin dans ce sens-là. Je répète que ce que le gouvernement propose, c'est un effort inédit de réduction de notre déficit public. Laissez-moi terminer, parce que si nous ne parlons pas des mêmes termes du débat, c'est compliqué de s'engager derrière. 40 milliards d'euros de baisse de la dépense publique, je vous confirme que c'est ce que nous voulons à minimum. Il va y avoir un débat au Sénat, et j'ai lu l'interview du président du Sénat ce week-end, qui disait qu'il y avait des propositions à plus de 3 milliards d'euros complémentaires d'économies dans notre pays à faire. J'en suis ravi, et donc on aura ce débat-là, et je pense même qu'on peut aller plus loin que les 40 milliards. Vous voyez que c'est compliqué quand même de faire des économies, parce qu'à chaque fois, les collectivités disent non, les cheminots disent non, les agriculteurs ont besoin de soutien. Pourquoi est-ce que, culturellement, on n'arrive pas à se placer dans une logique simple qui serait une logique qu'on appliquerait chez soi? La logique du bon père de famille, qui est de dire, voilà, j'ai tant à dépenser, si je veux dépenser un peu plus, je vais travailler un peu plus, ou je vais épargner. Pourquoi on n'y arrive pas? Pour plusieurs raisons. D'abord, quand on parle de budget de l'État au sens général, de dépenses publiques, il faut quand même savoir de quoi on parle. C'est plus des 2/3, c'est de la dépense sociale dans notre pays, essentiellement. Ça, c'est de la dépense publique. Oui, la dépense de l'État. Le budget de l'État en lui-même est largement inférieur aux dépenses sociales dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'on a un système de protection sociale qu'on a construit collectivement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et on y tient. Avec les retraites, par exemple, dedans. Avec les retraites, notamment dedans, mais aussi la maladie, la famille, etc. On y tient, mais c'est déséquilibré. Oui. Ça dérape. Là, par exemple, on va à 18 milliards d'euros de déficit au moins sur 2024. On va commencer à le résorber sur 2025, mais on fait ça dans le temps. On écrit une trajectoire de résorption de ce déficit social. Donc la première raison, d'abord, c'est qu'on n'équilibre pas nos recettes et nos dépenses du point de vue social. Et dit autrement, de façon encore plus générale, on ne travaille pas assez pour financer notre protection sociale. Bon, c'est quand même ça le vrai débat. Quand on demande aux Français, vous êtes prêts à travailler un peu plus dans la journée? Non. Un peu plus dans la semaine, non. Dans le mois, non. Dans la vie, non. Je ne sais pas comment vous allez faire. En général, ça va ensemble. Oui, sauf que la démographie est le deuxième pilier. Il faut qu'on se pose une question sociétale dans ce pays. Veut-on continuer à financer une protection sociale extrêmement généreuse par le travail d'abord? Si la réponse est non, alors il faut trouver un nouveau modèle par capitalisation qui fonctionne différemment, plus individuel. Vous êtes pour, vous, la capi? Pour une part de capitalisation, oui. De toute façon, oui, parce que de toute façon, pour les intimes. C'est ça. Pascal Perry, vous savez mieux que moi que de toute façon, pour des raisons démographiques, ce sera nécessaire d'y aller. Donc, la question, c'est tient-on à notre modèle d'abord par répartition?
La réponse est oui. Moi, j'y tiens. Je crois qu'on est très nombreux en France à y tenir. Et donc, il faut que le travail le finance. Si on veut que le travail le finance, il n'y a pas 36 solutions. Soit on paye plus par le travail, ça s'appelle les taux de cotisation. Et je crois que le pouvoir d'achat des Français demande quand même à ce qu'ils soient protégés, donc on ne fasse pas cela. Soit on travaille plus longtemps. Donc, parce que je crois que personne ne veut baisser les pensions. Donc on travaille plus longtemps. Moi, je suis favorable à ce que le Sénat a proposé, par exemple, de 7 heures de travail supplémentaires par an. C'est un débat que nous avons au sein du gouvernement, parce que ce n'est pas quelque chose qui est consensuel. Le Premier ministre lui-même a émis des réserves là-dessus. Et donc, nous allons regarder comment le Sénat présente cette solution-là. Moi, à titre personnel, je pense que c'est de toute façon un chemin sur lequel il faut aller. On a 120 heures de travail par an de moins que nos voisins allemands. Et je pourrais aussi vous faire la comparaison avec d'autres pays. Oui, on travaille moins que nos voisins, avec un système de redistribution plus généreux que les autres. Bon, il y a un moment, vous voyez bien que l'équation ne marche pas. 7 heures de travail en plus, en fait, ça revient à supprimer un jour férié, quoi. Alors, ça peut être soit une suppression de jour férié. Moi, vous savez, j'aime la liberté dans les branches, dans les entreprises, je crois au dialogue social. Donc, ça peut être de l'organisation, dans l'année, lycée, ça peut être un jour de férié en moins. Ça, moi, honnêtement, peu me chaud la solution. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'on se donne les moyens collectivement d'équilibrer notre système de protection sociale. Aujourd'hui, il ne l'est pas, donc il faut qu'on se pose cette question-là. Laurent Saint-Martin, vous êtes regardé par les patrons des patrons, mais aussi par les marchés, Bruxelles, qui vous fait et qui a du mal à croire en votre budget. Ce que vous présentez, il vous reproche notamment d'être trop optimiste dans vos prévisions de croissance. Une croissance à 0,8% du PIB l'an prochain contre les 1,1% prévus par votre ministère, Bercy. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à la Commission et aux économistes de Bruxelles? Nous répondons que nous sommes une économie résiliente et nous l'avons démontré ces dernières années encore. Vous savez, la croissance qui a été estimée par le gouvernement français a été la bonne ces dernières années. Contrairement aux recettes fiscales, puisque nous avons eu ce débat sur des moindres recettes fiscales qui ont été... les écarts. Mais exactement. Les écarts de trésorerie, si je puis dire. Exactement. Mais les estimations de croissance ont été justes. Donc je n'ai aucune raison de penser, en tant que ministre des Comptes publics depuis 2 mois, que les prévisions de croissance de mon ministère pour l'année prochaine deviendraient erronées du jour au lendemain. Il y en a quand même une, monsieur le ministre. Oui. C'est l'effet de votre propre budget. S'il devait être récessif, comme le craint Patrick Martin. Oui, vous avez raison, et c'est pris en compte. Évidemment, quand vous réaugmentez certains prélèvements obligatoires, même de façon exceptionnelle, et que vous baissez la dépense publique, il serait totalement naïf ou mensonger de dire que ça n'a aucun impact sur l'activité. C'est pour ça que je dis que c'est un budget d'équilibre. Nous ne voulons pas que cela ait un impact trop important sur l'activité et sur l'emploi, dans un moment où il n'y a pas qu'en France qu'il y a un ralentissement. Vous le voyez bien. C'est évidemment un sujet européen. Et d'ailleurs, les réponses industrielles, j'en profite pour le dire, ne peuvent pas être que françaises, elles doivent aussi être européennes. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, même quand on parle d'économie. Consommateurs, chefs d'entreprise. Il y a des études, la théorie économique dit de façon très claire que quand il faut faire un plan de rigueur, les économies sont toujours mieux acceptées que les augmentations d'impôts. On dit en substance, c'est un travail d'économiste qui dit, voilà, vous augmentez d'1 point de PIB les impôts, ça produit un effet de récession de 2 points de PIB. Est-ce que on ne sous-estime pas l'effet, est-ce que vous ne sous-estimez pas les effets d'augmentation de l'impôt avant même, vous savez que ça a un impact psychologique, c'est le chef d'entreprise qui n'investit pas, c'est le consommateur qui surépargne au lieu de consommer. Encore une fois, la psychologie du chef d'entreprise et de l'investisseur, je crois la connaître en toute modestie pour l'avoir accompagné pendant plus de 10 ans dans des métiers différents auparavant. Mon cas aussi pendant 30 ans de ma vie. Je sais que cela compte. Et je sais que nous assistons, mais encore une fois, pas qu'en France, à une forme d'attentisme depuis plusieurs mois. Bien sûr. Donc, il faut relancer. Provoqué par la dissolution, notamment. Un certain nombre de facteurs cumulés qui font qu'effectivement, les chefs d'entreprise attendaient de voir quel allait être l'avenir, l'environnement réglementaire, fiscal, et c'est normal. C'est la vie d'un investisseur de vouloir voir à plusieurs années là-dessus. Nous ne racontons pas d'histoire. Nous disons que l'urgence, c'est de redresser les comptes, d'abord pour eux-mêmes. D'abord pour que nos entreprises puissent vivre dans un environnement sain. C'est-à-dire un pays qui ne doit pas faire des choix extrêmement douloureux imposé par d'autres demain, mais bien rester souverain sur ses propres choix. Ça s'appelle un budget de redressement des comptes. Ils le savent, les chefs d'entreprise. Et vous savez, j'étais encore vendredi soir à Houille, dans les Yvelines, dans une réunion publique avec un nombre de représentants d'entreprises, pas que, il y avait des citoyens, mais il y avait aussi des représentants d'entreprises, évidemment qui pointaient leur vigilance, que vous relayez à juste titre sur l'emploi, mais ils disaient surtout redresser les comptes. La priorité, c'est
Ne nous laissez pas un pays dont les finances publiques dériveraient. Redresser les comptes par la baisse de la dépense. D'abord par la baisse de la dépense. Mais David Doucan, je vous sens peu convaincu par mes propos. Je vous confirme que c'est à hauteur des 2/3 la solution que nous prenons. D'abord, la baisse de la dépense publique. Et si vous me le permettez, soyons un peu concrets sur la baisse de la dépense. Que vous prônez. David Doucan. Vous faites bien attention, j'ai bien remarqué depuis le début à ne pas vous engager. Mais je me suis engagé quand j'ai présenté le projet de loi de finances. Oui. Ça s'appelle un engagement. Vis-à-vis du Parlement, vous présentez un projet de loi de finances, c'est votre copie. Soyons concrets si vous voulez bien. C'est quoi la baisse de la dépense ? Oui. C'est quoi la baisse de la dépense publique ? Sur la sphère sociale, quand il y a un débat, par exemple, sur le moindre remboursement par la sécurité sociale, prise en charge davantage par les complémentaires. Tout à fait. Est-ce que c'est un débat facile ? Non, c'est un débat courageux. Ça retombe sur les entreprises encore, si je peux me permettre. Non, pas forcément. Cet exemple-là. Absolument en pas. Partie. Absolument Parce qu'ils paieront plus cher pour les mutuelles. Hein. C'est la conséquence directe. Est-ce que le débat est simple ? Non, c'est un débat courageux que nous portons là-dessus. La baisse de la dépense publique. Nous avons pendant des années très fortement augmenté les aides à l'apprentissage dans notre pays. Et c'est très bien. Ça a marché. Parce que ça a marché. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que comme cet outil qui est l'apprentissage dans nos entreprises a très fortement augmenté, l'État peut, voire doit, réduire sa dépense publique à ses services. Oui. Il y a un autre exemple. Non, mais un autre exemple frappant, Laurent Saint-Martin. Sur les collectivités et les départements. 5 milliards. 5 milliards étaient prévus. Non, le Premier ministre, pas 5 milliards, sur les collectivités dans leur ensemble. Le Premier ministre, vendredi, dit « Nous allons réduire très significativement l'effort qui vous est demandé par le projet de loi de finances ». La conséquence, dans le même temps, c'est quoi ? Vous annoncez une augmentation des frais de notaire qui servent à financer justement ces départements. Donc c'est quoi ? Vous renoncez à une baisse de dépenses là et vous augmentez dans le même temps un impôt. Oui. Pardonnez-moi la démonstration là. Vous avez raison, mais il faut bien savoir de quoi on parle. Les départements sont asphyxiés financièrement. Donc le Premier ministre a raison d'y répondre comme ça. Les départements sont financés, et on peut le regretter, je pense que ce n'est pas forcément le meilleur mécanisme de financement en soi, mais ils sont financés par ce qui s'appelle les droits de mutation à titre onéreux, ce qu'on appelle effectivement plus communément les frais de notaire. Donc les transactions immobilières. Ça reste pas dans les poches du notaire. Non, ça non. précisé. Ça c'est clair. C'est un intermédiaire. Mais ça c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'appellent pas frais de notaire. Bon, ce sont des droits de mutation à titre onéreux qui financent les départements, notamment. Les départements, ils ont comme compétence beaucoup la dépense sociale, l'accompagnement des plus fragiles de nos concitoyens dans les territoires. Ça a augmenté la dépense sociale ces dernières années, notamment depuis la crise Covid. Donc vous avez d'un côté des baisses de recettes liées à moins de transactions immobilières et à la baisse des prix de l'immobilier que vous avez observé, et d'un autre côté une augmentation des dépenses. Ça s'appelle un effet ciseau. Pardon, mais les départements, pour une grande majorité d'entre eux, ne peuvent pas participer. Et donc le Premier ministre a raison là-dessus de dire que les départements doivent être, pour beaucoup d'entre eux, exonérés de cette contribution. Et pourquoi est-ce qu'il annonce une possibilité d'augmentation de ces frais de notaire pour les départements ? Tout simplement pour qu'ils aient les ressources permettant la solidarité sur leur territoire. Et c'est à la main des territoires. C'est à la main des départements. À hauteur très modéré de plus 0,5%, et c'est la décision, la délibération du conseil départemental et pas de l'État. Mais du coup, vous avez trouvé l'argent alors ? Parce que si c'est pas sur les départements, je vois que Gérard Larcher ce matin dit il ne faut pas que ça dépasse 2 milliards, l'effort demandé. Partons de l'idée que vous puissiez être sur cette ligne-là. Il faut trouver 3 milliards. Donc c'est quoi ? C'est les maires, c'est les communes, c'est les régions ? Concernant les collectivités, effectivement, les régions, le bloc communal, qui sont les collectivités également concernées là-dessus, participeront. Juste un mot là aussi pour toujours se mettre en cohérence à pourquoi on demande un effort exceptionnel à l'ensemble des acteurs économiques du pays. Pendant la crise Covid, j'étais rapporteur général du budget à l'Assemblée. Je me souviens très bien que nous avions mis en place des filets de sécurité permettant aux communes, notamment, mais pas que, à l'ensemble des collectivités, de protéger leurs pertes fiscales et domaniales. Et c'était normal que l'État intervienne en dernier ressort là-dessus. Là, le rendez-vous collectif qu'on a, c'est redresser nos comptes. Il est normal, je crois, que les collectivités qui le peuvent, puissent effectivement y participer. Et vous savez, quand je parle à Carole Delga, présidente de Régions de France, elle reconnaît volontiers que les régions ont leur rôle à jouer. Quand on parle avec un grand nombre de maires de notre pays, ils sont d'accord pour dire que les communes doivent participer. Il faut juste que ce soit fait de façon juste. Et ce que nous avons toujours dit avec le Premier ministre et avec Catherine Vautrin, la ministre en charge des partenariats avec les collectivités territoriales, c'est que s'il fallait revoir la proposition initiale du gouvernement, nous y étions tout à fait ouverts. Ça tombe bien, il y a une chambre représentante des collectivités en particulier qui s'appelle le Sénat. Et bien, ça commence dès le 25 novembre, le débat du projet de loi de finances, et nous aurons l'occasion de faire évoluer la proposition avec. Alors que continue de tourner notre compteur des intérêts de la dette, on fera un point évidemment à la fin de cette émission. Laurent Saint-Martin, cette semaine,
Une intervention du Premier ministre nous a marqué. Parce que oui, est-ce que vous êtes vraiment même aidé dans votre propre camp ? Personne vraiment ne vous aide à trouver des réponses. Et voilà ce qu'il dit. C'est pas la première fois qu'il dit cela, mais formulé comme cela nous a interpellés. Écoutons Michel Barnier. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que je ne me suis pas roulé par terre pour être Premier ministre, hein ? Mais je suis aussi prêt à partir demain matin. Faut que vous le sachiez, hein. Si les conditions ne sont plus réunies pour changer, faire face à l'urgence ou à l'extrême urgence et puis réformer ce pays pendant le temps que j'aurai. C'est ça mon seul objectif. Je n'ai pas d'agenda pour après. J'ai 73 ans aujourd'hui. J'en aurai 76 en 2027. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle mon âge. Michel Barnier prêt à partir demain, qui a enchaîné les rendez-vous, notamment avec les chefs du socle commun. Pascal. Oui, alors, manifestement, il y a un peu de friture sur la ligne. M. Barnier n'est pas en accord avec M. Attal sur la question du coût du travail en France. M. Attal souhaite qu'on ne touche pas du tout au coût du travail. M. Barnier souhaite qu'il y ait un effort. Vous savez, il y a ces fameux 80 milliards d'euros là, qui étaient utilisés pour soutenir les bas salaires. Je ne sais pas, à titre personnel, s'il faut les garder. Je sais qu'il y a trop de bas salaires en France. Mais ce que je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, vous qui êtes le grand argentier, c'est s'il y a un consensus gouvernemental sur la question du coût du travail en France ou s'il y a en effet une discordance. Alors, si votre question c'est un consensus gouvernemental au sein du gouvernement, je crois que ce que j'ai exposé tout à l'heure est assez largement partagé. C'est-à-dire que oui, il faudra après des années de très forts allègements généraux de charges. Vous parlez de 80 milliards d'euros au total. Il faut savoir que ces 20 milliards d'euros d'allègements, ces 4 dernières années, c'est-à-dire depuis la crise Covid, il y a eu 20 milliards d'euros de dépenses de l'État, d'une certaine manière, au service du coût du travail et donc au service de l'emploi. Et c'est très bien parce que ça a marché en période de relance. La question que l'on se pose en bonne gestion, c'est de savoir est-ce qu'on peut freiner cela ? Est-ce qu'il le faut, selon vous ? Moi, je crois qu'il le faut. Et si je peux entendre dans une période comme celle que nous vivons aujourd'hui, avec une menace sur l'emploi importante, que cela doive se faire de façon peut-être différente, notamment dans les montants et sur quel type de salaire nous visons, alors je suis prêt à le faire. Je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, pour schématiser, 4 milliards d'euros sont demandés aux entreprises sur le coût du travail. 4 milliards d'euros. Moi, je suis prêt à ce que seulement la moitié, 2 milliards d'euros, puissent être demandés aux entreprises pour que les salariés au SMIC ne voient pas pour leurs employeurs le coût de ce travail-là augmenter pour ne pas pénaliser notamment les salariés au SMIC. Ça ne suffit pas à Gabriel Attal, visiblement. Plus au-delà du SMIC. On est en train de discuter. Le Sénat, par exemple, a proposé en commission des affaires sociales cette même proposition que je viens d'exposer. Moi, je crois qu'avec le groupe Ensemble pour la République, et si cela doit prendre du temps, c'est parce qu'aussi les sujets sont complexes. Et c'est normal de prendre aussi du temps pour discuter de tout cela. Moi, je souhaite toujours, je vais vous répondre très concrètement, moi, je souhaite toujours qu'il puisse y avoir un compromis entre le gouvernement et les parlementaires dans leur globalité. C'est surtout vrai d'Ensemble pour la République, mais c'est vrai aussi de beaucoup d'autres parlementaires, pour que nous puissions effectivement avoir un compromis sur cette question du coût du travail d'ici la fin de l'année. De la reprise, c'est souvent l'emploi. Quand il y a de l'emploi, il y a de la consommation, les entreprises sont optimistes, on investit, et c'est le point de départ, finalement, qui profite à tout le monde. Quand vous dites au passage, d'ailleurs, qu'on aide les entreprises, c'est les salariés qu'on aide, in fine, puisque c'est le coût de leur travail et l'emploi. Bien sûr. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre le paquet absolument sur l'emploi, comme disait Joe Biden, jobs, absolument. Mais où avez-vous vu dans ce budget Non, je vous dis rien. Je vous demande votre avis. Franche sur l'emploi. On demande de freiner. Non, il y a une différence entre freiner la dépense publique et faire un virage à 180 degrés sur la politique de l'offre. On ne fait pas du tout un virage à 180 degrés sur la politique de l'offre. On dit simplement que depuis la crise Covid, il y a eu une augmentation importante et efficace de la dépense publique sur l'emploi et sur l'activité. En responsabilité. Parce qu'il faut toujours... votre compteur, là, vous devriez le mettre en écran permanent. Parce qu'en vérité, c'est le sujet. C'est le sujet. On pourra avoir autant que vous voulez de fois ce débat. Si à un moment on ne maîtrise pas notre charge de la dette, c'est un débat que d'autres feront à notre place. On va passer les 3 millions. Et en moins d'une heure d'émission. Et les intérêts de la dette peuvent devenir le premier poste de dépense. Et pardon de le dire avec une certaine forme de gravité, mais oui, je considère qu'après des années d'allègement très important de cotisations patronales dans notre pays, on peut freiner cet allègement. Vous avez failli dire trop important. Non, très important. Et vous savez, moi je suis membre d'une famille politique qui assume parfaitement la politique économique de ces dernières années et qui en suis fier. Mais je crois
qu'en responsabilité, on peut se dire aussi que dans des moments de redressement des comptes, on peut savoir évoluer et on peut savoir freiner cette même dépense sans gréver l'emploi, sans gréver la politique de l'offre, sans gréver l'attractivité de notre Laurent pays. Saint-Martin, vous en êtes sorti sur une pirouette tout à l'heure à la question, grâce à une pirouette à la question de Pascal Péry sur les dissensions, les discordances. Vous avez dit au sein du gouvernement tout va bien. Bon, mais le problème, c'est pas le gouvernement, c'est ce qu'on essaye d'appeler le. J'ai parlé d'une recherche de compromis nécessaire à avoir. Le socle commun. Et si on se parle franchement, en fait, en réalité, Gabriel Attal, il veut obtenir son totem, comme Laurent Wauquiez l'a fait sur l'indexation, la non-indexation des retraites. Je sais que ça vous passionne, ça, David Doucan, c'est pas que ça me passionne, mais c'est que c'est la réalité. Il faut dire aux gens qui nous regardent ce qui se passe en réalité. Mais d'accord, mais les gens qui nous regardent, puisque vous parlez d'eux, je crois qu'ils veulent surtout savoir quel sera le niveau à la fin d'indexation ou pas des retraites. Je crois qu'ils veulent savoir est-ce que l'emploi va être préservé dans notre pays. Je crois qu'ils veulent savoir d'abord et surtout et en premier, est-ce qu'on va pouvoir résorber notre déficit public, parce que les Français savent très bien que c'est leur déficit public derrière demain qu'il faudra résorber plus gravement et plus lourdement si on ne s'y attelle pas dès maintenant. Et donc les sujets, de président de groupe avec le gouvernement pour savoir qui a son totem, pour reprendre vos expressions, sont quand même assez secondaires par rapport à la réalité budgétaire de notre pays. Je vais vous dire pourquoi c'est pas secondaire, parce que ce qui intéresse effectivement nos concitoyens dépend de la capacité de ces hommes à s'entendre. Et on a le sentiment que entre Gabriel Attal et Michel Barnier, ils ne sont plus capables de parler la même langue. Non, je ne crois pas, puisqu'ils se sont vus, cela a été commenté hier. Moi, je travaille tous les jours avec les différents groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat pour aller trouver des compromis. Mais pourquoi on parle de ça ? D'abord parce que le gouvernement lui-même, à commencer par le Premier ministre, a dit dès le début que quand on construit un texte budgétaire en 2 semaines, la moindre des humilités, la moindre, je crois, des considérations qu'on peut avoir pour le Parlement, c'est de se dire que ce texte est évolutif. Le Premier ministre a utilisé le terme de perfectible. Ce budget est perfectible et donc on va travailler. Ne nous étonnons pas qu'après il y ait des discussions. Et peut-être qu'on s'est trop habitué dans ce pays à ce qu'il n'y ait pas assez de discussions entre le gouvernement et les groupes parlementaires qui le soutiennent. Et donc c'est très bien que les groupes soient à l'initiative de contre-propositions. Après, il faut trouver des compromis. Évolutif. Certains sont trouvés dans un délai plus court que d'autres, mais moi je crois qu'il reste encore 6 semaines d'ici la fin de l'examen du budget et de la fin de cette période budgétaire. Et donc on va retrouver avec l'ensemble des groupes parlementaires. Et à la fin, probablement, a dit le Premier ministre, un 49.3. Voilà. La question qu'on vous pose ce midi, c'est pourquoi, et est-ce raisonnable de faire traîner à le déclencher ? Parce que, on l'a décrit depuis plus de 30 minutes ensemble sur ce plateau, ça inquiète les chefs d'entreprise et ça fiche tout le monde. Je comprends pas. Est-ce raisonnable ? Ça veut dire quoi, faire traîner ? Ça veut dire juste respecter les termes de la Constitution et des lois organiques, des lois de finances. C'est-à-dire, en fait, faire en sorte que le Parlement débatte d'un texte proposé par le gouvernement. Ça s'appelle pas laisser traîner, en fait. Ça s'appelle respecter le Parlement. Et ça s'appelle juste faire vivre les contre-propositions des amendements. Alors, on peut être en désaccord après, parce que quand vous voyez le texte de Frankenstein qui est sorti par les votes du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National ensemble pendant plus de 3 semaines, je siégeais au banc, heureusement rejeté par la responsabilité du bloc central, justement, de ce socle commun, parce que ça devenait n'importe quoi. On avait près de 40 milliards d'euros d'impôts en plus pour nos concitoyens. On avait quasiment la sortie de l'Union européenne par le Rassemblement National, ça ressemblait plus à rien. Donc il était normal, évidemment, que le socle central prenne ses responsabilités et rejette ce texte-là complètement défiguré. Le Sénat, à son tour, va débattre. Nous sommes dans un régime bicaméral, il est normal que le Sénat, maintenant, fasse son travail d'examen du texte et ses propositions. Et puis, il y aura une mise en commun des propositions qui s'appelle la commission mixte paritaire, et suite à cela, nous verrons comment le gouvernement prend ses responsabilités par rapport au texte qui sera sorti de cette commission mixte paritaire. Mais pardonnez-nous juste de faire en sorte que, quand un projet de loi de finances et un projet de loi de finances soit débattu au Parlement, je trouve qu'on arrive dans un moment un peu lunaire. On ne donne aucune onction ici. On nous en vient presque à nous reprocher juste de respecter tout simplement le fonctionnement des institutions. C'est vrai que Elisabeth Borne avait procédé différemment à l'époque. Elle déclenchait le 49.3 un peu plus vite parce que et vous faisiez partie de sa majorité. On savait que ça terminerait comme ça. Voilà, c'est tout. Non mais bon, effectivement, avançons. Mais attendez, pardon, si vous me permettez, c'est pas moi qui fais les questions, mais juste faire vivre le débat plutôt que laisser traîner. Faire vivre le débat, ça permet aussi de démontrer ce que veulent toutes les formations politiques. Et si il n'y avait pas eu ce débat à l'Assemblée nationale, qui pourrait commenter que le Nouveau Front Populaire, c'est 40 milliards d'euros d'impôts en plus pour les Français ? Carte sur table, vous qui dites. pourrait Les masques tombent, vous voyez bien, et souvent dans des votes communs, très souvent dans des votes communs. Donc il faut le démontrer, ça. Et pour le démontrer, il faut que le débat ait lieu. Avant de venir à l'assurance et l'accord trouvé sur l'assurance chômage, juste la crainte d'une motion de censure votée par le Rassemblement national en cas de 49.3, probable selon le Premier ministre.
Vous pensez qu'il pourrait appuyer sur le bouton ? Écoutez, nous savons depuis le premier jour de ce gouvernement que nous sommes en majorité relative. Sous surveillance. Qui dit, non, ça je ne prends pas ces termes-là, nous sommes en majorité relative. Qui dit majorité relative dit possibilité que l'ensemble des oppositions se coalisent pour censurer un gouvernement. Ça fait partie de la règle, là aussi, des institutions. Je ne me réveille pas tous les matins en me demandant si ce gouvernement va être censuré. Je me réveille tous les matins en essayant de faire avancer le pays avec mes collègues du gouvernement. Pascal. Alors, vous m'autorisez à parler de retraite, fin de carrière, etc. Oui, bien sûr. Fin de carrière, moi j'y suis très attaché parce que je pense, et c'est une conviction qu'on peut partager, Monsieur le Ministre, que tout part de l'emploi, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est qu'un pays dans lequel il y a un taux d'emploi, si on avait le taux d'emploi de nos voisins allemands, on aurait 100 milliards d'euros de recettes et on aurait réglé une partie de nos problèmes. Et le temps de travail, si je peux me permettre. Alors, le taux d'emploi et le temps de travail. Les partenaires sociaux sont arrivés manifestement à un accord sur les fins de carrière. Sur cette idée qu'on peut commencer à prendre sa retraite à partir de 60 ans, mais continuer de travailler, c'est une retraite partielle, etc. Quel regard portez-vous sur le travail des seniors aujourd'hui ? L'expression d'ailleurs me déplaît, mais qu'importe. Je l'aime pas, parce que c'est des gens expérimentés, très souvent. Les chefs d'entreprise n'ont-ils pas une responsabilité un peu écrasante de s'être débarrassés, d'ailleurs pendant longtemps, de ces gens qui ont une vraie expertise du métier de l'entreprise ? Je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est un des défis majeurs, et puisque vous comparez avec l'Allemagne fait beaucoup plus attention à son taux d'emploi des personnes expérimentées, pour ne pas reprendre justement le terme de senior, je vous rejoins là-dessus, et c'est une des grandes différences, il y a deux grandes différences, c'est le niveau de dialogue social qu'on a par branche et par entreprise en Allemagne, le niveau aussi et la taille des entreprises intermédiaires qui est très différent et qui joue beaucoup aussi dans la consolidation de l'économie, notamment à l'export, et puis il y a effectivement le sujet de l'emploi des personnes au-delà d'un certain âge, dont on voit en France effectivement qu'il est en deçà de nos voisins, et c'est donc un vrai... Alors ça monte un peu. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on a le débat sur la réforme des retraites, on a aussi le débat en même temps du taux d'emploi de ces personnes juste avant la retraite. Moi, je me réjouis d'abord que les partenaires sociaux se soient mis autour de la table et trouvé un triple accord. D'accord, parce qu'il y a aussi les sujets d'assurance chômage et d'autres problématiques qui ont été évoquées. Il faudra avoir cotisé 5 mois, si on donne le détail, sur les 24 derniers mois travaillés au lieu de 6. Exactement. Il y a une espèce de consensus qui s'est fait, ce qui démontre que le paritarisme ne marche pas si mal que ça dans le pays. C'est vraiment ambitieux, Pascal. Ah, écoutez, 5 mois au lieu de 6, bon, c'est pas la révolution. D'abord, permettez-moi d'être en fait d'accord avec Pascal Perry, parce que d'abord, le dialogue social vit et les partenaires sociaux proposent et se mettent d'accord. Et ça, je crois que c'est important. C'est ça. Non, mais il faut saluer le fait que le Premier ministre ait, dès sa nomination, souhaité que les partenaires sociaux se mettent autour de la table pour proposer un certain nombre d'accords et on les voit quand même assez rapidement avec quand même 2 milliards d'euros d'économies demandés, ce qui n'est pas rien, d'accord, pour se mettre d'accord, et il faut d'abord le saluer là-dessus. Donc oui, je suis d'accord, mais vous savez, je ne veux pas me faire le ventriloque de certains représentants des entreprises, mais vous avez par exemple François Asselin, le patron de la CPME, qui fait des propositions intéressantes sur l'emploi des seniors. Je pense qu'on devrait l'écouter là-dessus. Il fait des choses qui, à mon avis, sont loin d'être infaisables, et à mon avis résoudrait un certain nombre de problématiques là-dessus. C'est important peut-être de le préciser malgré tout, c'est un texte qui prévoit que le CDI senior sera engagé rapidement et que les entreprises conduiront le senior en question jusqu'à l'âge du taux plein. Donc ça règle quand même une partie, j'allais dire que c'est très confortable, très clairement, socialement. Très clairement, et je crois que ma collègue ministre du Travail, Astrid Panossion-Bouvet, poussait justement en ce sens-là. Et effectivement, c'est une avancée qui est importante. C'est pas tout ne se passe pas au Parlement. Voilà. Il y a aussi les acteurs, le paritarisme, tout ce qui fait la vie de l'emploi et de l'économie, qui continue à vivre et à se mettre d'accord, et c'est très bien. Laurent Saint-Martin, évoquons à présent ce qui pourrait être un hiver très chaud socialement, avec des conflits sociaux, David, qui se multiplient sur le calendrier. Oui, il y a un calendrier qui n'est pas très agréable pour le gouvernement. Donc ça commence en réalité dès cet après-midi, puisque nos agriculteurs vont commencer dès cet après-midi à bloquer certains axes. Il y a eu déjà des mouvements de colère qui se sont exprimés. Le Mercosur est un abcès de crispation. Enfin, l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur est un abcès de crispation très fort. Mais ensuite, il y aura une première grève de la SNCF le 21 novembre. Ensuite, c'est la fonction publique le 5 décembre. 11 décembre, à nouveau, menace de grève de la SNCF. Voilà. Le gouvernement Barnier passe son premier test. Est-ce que vous aurez la capacité, l'énergie pour tenir bon, pour ne pas céder à toutes les demandes ? Deux choses. D'abord, vous l'avez dit, nous sommes dans une période difficile de notre pays. Et c'est vrai que devoir faire face
à une situation d'endettement qui nécessite de redresser nos comptes rapidement, c'est une situation compliquée. Il faut l'expliquer à l'ensemble des acteurs concernés. Les entreprises en viennent de le faire longuement. C'est vrai aussi pour nos concitoyens, pour les collectivités. Et donc il faut faire ce temps-là de pédagogie. Et je crois, moi, profondément, au fond, que une grande majorité de nos concitoyens savent qu'il faut le faire. Voilà. Après, on peut encore débattre des solutions, évidemment. Les différents conflits sociaux que vous évoquez ont des sous-jacents extrêmement différents. Bien sûr. Commençons par les agriculteurs. Sur les agriculteurs, je tiens d'abord à dire que dans ce projet de loi de finances 2025, il y a le respect de l'ensemble des engagements qui avaient été pris par le gouvernement précédent et notamment du Premier ministre Gabriel Attal. Oui. Et c'est très important. Mais c'est juste, parce que et le Premier ministre l'a redit vendredi. Oui, et il c'est a dit très toutes les important. promesses seront tenues. On a le Absolument. sentiment que la confiance est rompue. Non, comme je si ne nos crois pas. agriculteurs ne vous croyaient plus. Non, je ne crois pas. Parce qu'ils attendent depuis un an. Je ne crois pas, puisque dans ce projet de loi de finances, il y a la mise en application des promesses qui ont été faites en réponse au conflit qu'il y avait eu avec les agriculteurs en début d'année. Et je le répète, c'est une vraie continuité avec les engagements du Premier ministre Gabriel Attal. Et nous le faisons. Et c'est très bien. Et puis il y a le sujet du Mercosur. Voilà. Qui est un sujet très différent, parce que lui peut concerner très directement et très douloureusement nos agriculteurs si cet accord de libre-échange est effectivement adopté par l'Union européenne. Je rappelle là-dessus juste de façon très claire. Je peux vous poser une question personnelle là-dessus ? Je vous en prie, mais juste rappeler de façon très claire à quel point la France est opposée à cet accord de libre-échange du Mercosur et que ça n'a pas changé, ça ne varie pas. Et je vous rappelle que le président de la République est actuellement en Amérique du Sud aussi pour en discuter. Est-ce que vous serviriez du bœuf argentin ou du poulet brésilien à la table de vos invités au ministère ? Mais moi, je ne veux pas d'abord que cet accord de libre-échange ait lieu. Donc vous ne le feriez pas ? Non. Je crois que nous avons besoin, dans les accords de libre-échange, de ce qui s'appelle la réciprocité. Qui clause miroir. Clause miroir, qui aujourd'hui n'est pas satisfaisante pour nos éleveurs bovins français. Il faut le dire, et il faut les protéger par rapport à cela. C'est difficile parce que nos voisins européens ne partagent pas tout à fait la même opinion. Et donc il faut se battre là-dessus. Et c'est ce que fait de façon très alignée président de la République, Premier ministre et gouvernement, que ce soit le gouvernement précédent ou celui d'aujourd'hui. Et on continuera justement à défendre cette position. Et le Premier ministre a également été très clair lors de son déplacement à Bruxelles quand il a rencontré la présidente de la Commission. Serein sur notre capacité à emporter une minorité de blocage je le souhaite ardemment et je sais surtout que c'est ce que nos agriculteurs souhaitent le plus possible. Une fois qu'on a dit cela, permettez-moi juste aussi de dire que je suis toujours quelqu'un qui prône le dialogue et qui sait entendre toutes les difficultés sociales de notre pays. Je peux déplorer aussi un certain nombre de formes d'action qui, à mon avis, sont assez contre-productives. Comme je suis ministre des Finances publiques, je tiens juste à apporter mon soutien aux agents de la direction des finances publiques de Tarascon qui se sont vus bloquer l'entrée. Oui, l'entrée a été murée par des agriculteurs en colère. Et avec un dépôt de déchets, de fumier devant. Pardon, mais nos agents publics, et notamment ceux qui récoltent les impôts dans notre pays, sont ceux qui font vivre notre pays. Et je pense qu'on aurait tort de les cibler. Et les agriculteurs sont aussi ceux qui nous nourrissent, et je vous mets à la place des jeunes notamment, mais je suis d'accord avec qui sont en difficulté, vous le savez, non pas pour des décisions qui ne sont pas prises, mais qui ne sont pas exécutées depuis un an. Mais je partage votre propos, je dis juste que ça se règle par le travail, le dialogue, et pas par le blocage d'un certain nombre d'agents publics qui ne font que leur travail. Dans le calendrier social que l'on évoquait, des grèves annoncées notamment par la SNCF et les cheminots, est-ce que vous dites, pourquoi pas étudier, interdire justement ces débrayages au moment des fêtes ou des vacances scolaires, comme le réclament certains députés de l'opposition, je pense à Alex Ciotti, mais pas que, Hervé Marseille notamment, votre collègue sénateur, plaide pour cela aussi, aller plus loin, un débat qui finalement, comme un vieux serpent de mer, se repose presque chaque année. C'est un débat effectivement marronnier, comme on dit. Moi, vous savez, je crois au dialogue social. Je suis de formation social-démocrate et j'y tiens. Et je crois toujours qu'on peut arriver à un aboutissement sans avoir à revenir sur un droit constitutionnel qui est le droit de grève. Et je pense qu'il ne faut pas le faire. En revanche, je crois que dans un dialogue au sein d'une entreprise comme la SNCF, oui, un accord doit être trouvé. Mais là aussi, pardon de le dire, c'est un sous-jacent très différent du sujet des agriculteurs ou du sujet des agents publics de notre pays. Pour la SNCF, le sujet, c'est la question du fret. Exactement. Avec l'ouverture à la concurrence. Je le rappelle pour ceux qui nous regardent. Et j'ai confiance dans la qualité du dialogue social de la SNCF pour aboutir et éviter effectivement de pénaliser nos concitoyens, notamment au moment des fêtes, puisque
évidemment, nous savons bien que c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus pénalisés. Bien sûr. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Peut-être une question avec vous, David. Plus d'actualité et des réactions de Marine Le Pen Oui, parce au que centre du jeu en ce moment. Absolument, c'est au fond, je dirais même, Marie, l'événement politique de la semaine qui vient de s'écouler, c'est-à-dire les réquisitions du parquet à l'encontre du Rassemblement national et en particulier de Marine Le Pen, et la réaction qui fut celle de la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, qui a dit c'est une volonté de mise à mort politique. Nous parlerons de sa réaction et de son attitude. J'aimerais bien vraiment entendre votre sentiment là-dessus, mais d'abord sur cette idée d'une peine d'inéligibilité immédiatement exécutée, qui ne pourrait pas être suspendue par les différents appels. Est-ce qu'il revient au juge de décider qui peut ou ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle? L'état du droit, c'est l'état du droit. Il ne faut pas confondre deux choses. Marine Le Pen est une justiciable comme les autres, comme vous, comme moi. Il n'y a aucune raison qu'elle soit traitée différemment dans un tribunal, et d'ailleurs, c'est pas le cas. La question de savoir, la question que vous posez en fait derrière, c'est la question de l'inéligibilité et donc de fait de rendre exécutoire de façon provisoire, mais tout de suite là-dessus, voilà. Et que le fait de faire appel ne suspende pas. C'est ça. Bon, voilà. Ça c'est c'est pas un débat de Marine Le Pen, ça. Ça c'est un débat de société. Eh bien, c'est un débat de droit. Ayons-le. Oui, mais ayons-le. Mais je ne veux pas qu'on l'ait sur fond de sujet qui peut être candidat à l'élection présidentielle. C'est un sujet que nous devons avoir avec ceux qui font la loi, avec les législateurs. Oui. Et si on considère dans ce pays qu'il faut peut-être rouvrir le débat, mais pas forcément par rapport au sujet de Marine Le Pen, mais sur le principe de l'exécution provisoire, ayons-le, mais comme plein d'autres sujets. Mais moi, quel est votre sentiment là-dessus? Je pense que la loi est bien faite. Et moi, j'ai confiance dans la justice française. Et la justice, elle est indépendante dans notre pays. Et je ne veux pas laisser dire qu'il y aurait une justice qui manipulerait la politique française. Je ne le crois pas. Elle dit que les juges sont politisés. Mais est-ce qu'on peut la croire? Moi, je dis qu'on a une justice qui est autonome. C'est une autorité. Il n'y a aucune volonté politique chez nos magistrats. Nos magistrats, ils appliquent le droit. Si on veut changer le droit, ça passe par la loi. Et c'est le législateur qui peut le faire. Les juges, les magistrats, les procureurs appliquent la loi et se saisissent de la loi telle qu'elle est votée dans notre pays. Et je ne laisserai pas dire qu'on a une justice qui décide à la place des hommes et des femmes politiques dans notre pays de quel est l'avenir politique de notre pays. Ce n'est pas vrai. Il y a des justiciables et ils sont tous traités à égalité. Dernière seconde de cette émission, monsieur le ministre, ce compteur qui a continué de tourner, 52 minutes. Et donc, il manque un zéro. Là, il manque un chiffre. On est à plus de 10 millions d'euros, je pense. 10 millions d'euros, 10 millions 215 000 euros d'intérêt uniquement de la dette. Laurent Saint-Martin, un mot. Un mot, merci d'avoir fait cette présentation-là parce que c'est très parlant. Vous voyez que chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, nous payons plus cher notre dette. Et que les Français comprennent très bien de quoi on parle. C'est pas le montant de notre endettement le problème, puisque cette dette, elle se refinance sur les marchés financiers. C'est pas ça qui est grave. C'est pas le principal. C'est l'intérêt de la dette. Vous, quand vous empruntez pour acheter un appartement, vous payez le principal et les intérêts. Un État ne paye que les intérêts. Mais regardez les montants. Nous sommes bientôt à près de 60 milliards d'euros par an d'intérêts. Bientôt peut-être le premier poste de dépense. Imaginez ce que nous pourrions faire si nous avions justement plus de moyens financiers à disposition des services publics de notre pays. Et pour ça, il faut d'abord stabiliser notre dette, puis la réduire. C'est ça l'enjeu du budget 2025. Laurent Saint-Martin, merci infiniment d'avoir été notre invité ce dimanche. Merci à vous, messieurs Pascal, David.